Pour l'an 002, on aurait pu trouver mieux. Dans le mouvement social, ce n'était pas la joie. Les alters natifs, les alters mondialistes, les associatifs, les syndicalistes, les médialistes, les sans-droits, les sans-papiers, les sans-travail, les sans-logis, tous étaient sous le choc. On va passer une compilation des actions contre le FN. Et pour ceux qui n'ont pas voté... Et pour ceux qui n'ont pas voté, ça peut peut-être l'aider pour les derniers indécis, ça va les calmer tout de suite. La situation que nous sommes, la République demande de nous que nous n'abandonnions pas au Front National la nation, la République, la France. L'heure était à l'union sacrée républicaine, au front unique antifasciste, à l'unité populaire. Tous ne s'accordaient pas sur le thème, mais tous appelaient à voter Chirac. Tous, ou presque. Ni Dieu, ni Maître, ni Chirac, ni Le Pen. Ni Dieu, ni Maître, ni Chirac, ni Le Pen. Non, j'ai voté une fois dans ma vie, c'était en mai 81 et j'avais mis mon nom dans l'urne. Au fil des traces du Paris social, je retrouve régulièrement les compagnons et leur journal. Ah, tu continues, oui? Ah ouais, c'est bien. Bah, j'y suis toujours, moi, à la fédération là. Ça va faire 20 ans. Je suis rentré en 81 contre Mitterrand. Je suis encore aujourd'hui contre Jospin, quoi. Et ça clique. Quant au Front National, n'en parlons pas. Nous avons appelé à l'abstention. On pense qu'on a bien fait, qu'on n'avait pas à voter pour des gens qui, pendant 20 ans, nous ont entraînés dans la faillite de l'idée sociale en tant que telle, quoi. C'est très débat, parce qu'il y a bien sûr la position traditionnelle, on ne se mêle pas de ça. Mais il y a quand même une nouvelle situation. C'est le second tour. Et on sait, comme il y a toujours eu, que pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, que des militants libertaires, comme on dit à titre individuel, votent de temps en temps. Vous serez au journal le soir du deuxième tour? Oui. Je peux venir filmer? Parce que le film sur le monde libertaire, je vais peut-être le faire. Ah, enfin, voilà une bonne nouvelle. Ce jour-là, j'entame le recueil des chroniques libertaires. J'ai pas corrigé ça. Autour du libertaire, en 3 époques. Hier et aujourd'hui. Mais il n'y a plus le tableau. C'est-à-dire que le tableau maintenant, comme on a dit, on fait ça. Comme ça, tu peux mieux écrire, quoi. En fait, il n'y a rien de changé, alors il y a toutes les... Pourquoi tu veux qu'on change tout? je sais pas, ça fait 5 ans que j'étais pas venue, je pensais qu'il y aurait eu... Plus. Non. Non, il y a 5 ans, il y a 30 ans. En 2002... Il y a 5 ans, il était à Lyon. il était à Paris. Ah, 97, Et sinon, il y a toujours un permanent technique? Plus, c'est pour ça que c'est beaucoup plus pesant. Quand on donnait tout en vrac au permanent, avec là, on est tous un petit bout de permanent. C'est des restrictions de budget ou c'est les moyens technologiques? C'est d'abord les restrictions de budget. Et comme les moyens technologiques, mais il fallait maîtriser l'instrument. Ça a planté. Ça a planté. Ça part toujours à Dieppe? C'est fini, Dieppe. C'est sûr qu'on a changé? C'est Vernet, là, Vernet. Ouais, c'est ça. C'est pas Vernet avant. C'était Dieppe avant. Ah bon? Enfin, au tout début, c'était Dieppe. Tu te promenais dans Dieppe, dans le port, et c'était une petite imprimerie, et tu voyais le ML et tout ça. Tu buvais le coup avec les imprimeurs après. Quand l'imprimerie a été rachetée par un gros groupe, c'est plus là. Lui, c'est Jean-Jacques, l'administrateur du Monde libertaire, du temps où il était imprimé à la Vigie, à Dieppe. Je montre les 2 premières chroniques aux principaux intéressés. On a pas l'imprimerie, c'est ça, non? Voilà. Aujourd'hui, à Il n'y a Jean-Jacques. plus que de la composition. Tous les locaux où il y avait les C'est machines lui et qui, tout ça. 10 ans déjà, avait eu la toute Je m'en première rappelais plus, idée de tu vois. faire un film autour du libertaire. C'est moi? Ah oui? Ah bah tu vois, c'est bien. C'est bien, oui. Moi. Entre l'anarchisme et l'anarchie, je sais pas s'il y a une distinction. Quelle question? Aujourd'hui, Est-ce que tu j'entame veux la 3e chronique. manger? Comme tu veux, soit on fait l'interview d'abord, soit on mange On d'abord. mange d'abord. Les contemporains, On mange d'abord. les militants et leur journal. A priori, je vais pas dire de paroles historiques et ni destinées à la postérité. Comment donc, devient-on anarchiste? Et pourquoi militant? Qu'est-ce que tu veux savoir?
Comment j'ai connu l'anarchisme? Il fallait que je bosse pour faire mes études. Et le seul tout beau job que j'avais trouvé, c'était gardien de nuit chez Gallimard. Et c'est là que j'ai trouvé les bouquins. Et paradoxalement, ma découverte avec l'anarchisme s'est faite en tant que gardien de nuit chez Gallimard. L'idée qu'une société humaine sans compétition pouvait exister. Tu l'as filmé là? Oui. C'est bien. Bon, elle est toujours avec sa caméra, tu vois. Moi, je suis dans les années 60, j'étais anarchisme, je ne connaissais pas, mais j'étais influencé par ce qu'on appelle les poètes maudits, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire et d'autres. Et puis après, un jour, je suis tombé sur un bouquin un peu d'histoire qui parlait du rôle des anarcho-syndicalistes dans la CGT, que c'était contre l'État, que le syndicalisme avait son rôle propre. Donc, bien avant 68, ma première approche de l'anarchisme, c'était le syndicalisme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a pas mal. Mais si je me souviens, j'étais en seconde, j'avais 15 ans. En fait, moi je me définissais communiste de jeune par rapport à ma famille qui était communiste aussi, mais de vieux, donc un peu franchement autoritaire. Je connaissais pas le mot et en discutant avec les copains, ils sont bien marrés en disant mais non, ce que tu racontes, tes idées, parce qu'on discutait, ça s'appelle pas le communisme, de vieux, ça s'appelle l'anarchisme. Et c'était c'est quoi l'anarchisme? Voilà, c'est comme ça que j'ai connu. En fait c'était à Reims et c'était l'OCN. La première fois où j'ai entendu parler des anarchistes et de l'anarchie, c'était dans une manifestation lycéenne. Tout le monde s'est mis à crier « Attention les anarchistes !» et à siffler les anarchistes. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai sifflé les anarchistes. Voilà, c'était ma première rencontre avec les anarchistes. Moi, c'est ma soif des livres. Je suis issu d'un milieu ouvrier et donc je savais ce que c'est que la misère d'exploitation, donc j'étais contre. Et à ce moment-là, il n'y avait que le Parti communiste qui existait comme opposition. Donc je suis allé vers le Parti communiste. Mais comme j'étais un assoiffé de lecture, j'aurais aimé, vous me dites ça, mais moi je veux les livres sur la révolution russe, la révolution chinoise, la révolution cubaine, où j'ai lu ça. Et après, je lis systématiquement les livres qui sont contre. Mon père était un militant CGT. Il était au syndicat du livre, il a même été secrétaire du syndicat du livre. Il était plutôt sympathisant PC sans jamais avoir sa carte au PC. Il a toujours été pour l'indépendance du syndicat. Mes parents votaient à gauche, plutôt communistes. Je crois que la grand-mère était au Bund en Pologne. C'était dans un mouvement de jeunesse qu'ils appelaient le Dror, donc un mot hébreu qui signifie liberté, qui faisait partie de ce qu'on appelait encore dans les débuts des années 60 le sionisme prolétarien. On passait très naturellement, tout en continuant dans le mouvement à la JC. Et dans mon souvenir, j'ai été exclu de la JC justement à cause du Vietnam, parce que j'étais pour la victoire du Viet Cong et à la différence de position du PCF qui, dans le mot d'ordre, était beaucoup plus au Vietnam. J'aurais pu finir aux jeunesses communistes, mais bon, il y a un côté embrigadement, je pense que ça c'est un truc qu'on doit retrouver chez tous les militants. Ce qui explique pourquoi c'est pas toujours très facile d'être à l'intérieur de la fédération anarchiste, parce que c'est des gens qui sont tellement épris de liberté que tu peux être vite en confrontation avec les autres. Dans la vie des militants, il y a beaucoup plus de gros soucis à se faire que de pétales de rose à ramasser. La célébration du centenaire, eh bien ça fait plaisir d'y être et d'en faire partie. Mon père était un réfugié politique espagnol et donc j'ai forcément entendu parler de l'anarchie puisque le mouvement libertaire espagnol a été très fort et que mon père en était un élément et que suite à sa défaite, à l'issue de la guerre civile espagnole, il a échoué en France où il a rencontré ma mère et tous deux ont fait des enfants dont moi. Moi, je suis fils de militant aussi. Les premiers contacts, c'était les galas, justement. Les galas de soutien. Mes premières formations, ça a été Brassens, Ferré, évidemment, mais aussi des gens comme Reggiani. On a eu droit aussi à Nougaro, des gens comme ça aussi. Et c'était pour faire quoi? C'était pour alimenter, pour faire revivre le journal. Et moi, je me souviens très bien des ambiances, des calicots. Comme j'étais fils de militant, de temps en temps, j'allais par derrière dans les coulisses. On me demandait de serrer la main à Brassens ou de Ferré. Je me rendais pas bien compte, peut-être à l'époque, je sais pas, je pourrais demander aussi à mes frangines. Ben moi, c'est comment j'ai pu être anarchiste malgré la famille. On est la 3e génération. Moi, j'ai toujours connu le monde libertaire puisque ma grand-mère, Suzy Chevet, faisait partie du comité de rédaction. À l'époque, c'était un mensuel. Quand on était petite, des fois, on allait à l'imprimerie du Croissant parce qu'elle avait les journaux à corriger. On savait même pas ce que pouvait représenter la rue du Croissant.
le royaume de la presse, le royaume de l'aristocratie ouvrière, on peut dire, du mouvement ouvrier, quand il était encore très puissant. Nous sommes là à la rue du Croissant. Au début du XXe siècle, il n'y avait que des imprimeries. Pendant longtemps, il y en a eu une ou deux, puis maintenant, il n'y en a plus du tout. Encore dans les années 50-60, entre minuit et 4 heures du matin, ça sentait l'encre. L'imprimerie où était fait le Monde Libertaire dans les années 50, c'était ici. Et les rotatives étaient en dessous. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Vous avez travaillé là? Oui. Et en plus, bon, c'est là où Georges Brassens a travaillé. Georges Brassens venait corriger le Monde Libertaire ici dans les années 50. Non. Si. Ah ouais? Grégoire, tu sais que Georges Brassens a travaillé là? Il venait corriger le Monde Libertaire. Le Monde Libertaire. De temps en temps, tu avais le comité de rédaction le dimanche soir qui venait manger la soupe chez les parents. Donc ici, on est au local de la rue, le local du groupe Pouze Michel. C'est un local que j'ai connu il y a 20 ans, qui a changé, je suis très contente. Et qui aujourd'hui est devenu, je crois, une bibliothèque libertaire. Et moi, quand je militais il y a 20 ans, c'était un grand classique. Tu avais les bancs qui étaient alignés là, les pots de colle, la sérigraphie dans la cave, et la table de l'orateur ici, où on portait la bonne parole pour les masses populaires. Quand j'étais petite, mon grand-père, il venait manger la soupe le dimanche à la maison et il m'apportait 5 ou 6 livres. Et je devais, la semaine suivante, lui faire un compte-rendu de lecture. De temps en temps, il m'emmenait dans sa voiture et il allait me montrer les endroits importants de la littérature. Les rapports que moi j'ai eu avec mon grand-père, c'était des rapports de littérature. Je n'ai jamais emprunté de livres politiques à mon grand-père. Il était hors de question que je lise les bouquins de la famille, et donc qu'est-ce qu'on avait comme bouquin? On avait le bouquin de Daniel Guérin, Dionymètre, et puis un bouquin chez Stock. On avait 2 bouquins, donc si tu veux, c'était les rêves. La guerre d'Espagne, la lutte antifasciste, c'est quand même un rêve, et c'est un rêve familial. Hein. Toute la famille étant de l'autre côté des Pyrénées, c'est évident que ça crée du sens. À l'époque, ça bougeait beaucoup, il y avait énormément de mouvements, lycéens, contestataires, etc. Très rapidement, j'ai été en contact avec des copains lycéens qui étaient anarchistes. Je suis tombé sur un petit bouquin de Daniel Guérin, l'anarchisme, et là, ça a déclenché beaucoup de choses. Au printemps 67, m'est arrivé dans les mains un livre de Bakounine. Ce qu'il disait correspondait parfaitement à ce que je ressentais à l'époque. Principalement, au départ, c'était ça, cette idée de révolte contre toute autorité, contre tout pouvoir. Tous les extraits de textes de Bakounine qui étaient reproduits, ça a déclenché quelque chose d'assez fort en moi. Je devais avoir quand même 15 ou 16 ans, donc j'étais quand même très jeune. Au-delà même du contenu de cette écriture passionnée, m'avait complètement transporté, quoi. Ce qui fait que si je suis honnête, je suis obligé de dire que j'ai adhéré aux idées anarchistes un petit peu comme on entre en religion, quoi, d'une certaine façon, avec vraiment une espèce de foi irraisonnée et complètement irraisonnable, quoi, d'ailleurs. C'est plus sympa comme ça repose un peu. C'est l'époque où j'étais adolescent, étudiant. De temps en temps, je tombais sur le Monde Libertaire. J'avais des lectures très éclectiques. Dans la presse militante, ça allait du journal de Renouvin, la Nouvelle Action Royaliste, le Monde Libertaire, en passant par Rouge et autres. Plus la presse traditionnelle, parce que j'étais assez curieux. Et en fac, je suis tombé sur l'unique de Stirner. Et là, moi, ça a été vraiment le détonateur. Je me suis dit, mais ça me convient tout à fait. Après la fureur parisienne, ça fait du bien d'avoir un rythme de vie un peu plus humain quand même que celui qu'on peut avoir ici. J'étais un jeune garçon, 19 ans, je cherchais un peu, comme on cherche, je suppose, à cet âge-là. C'était l'époque, quand on venait de sortir du Vietnam, on était dans un truc un peu flou, c'était l'époque giscardienne. Et je me suis dit, ça me correspond bien. Alors je me suis documenté, je suis allé me voir un peu ce qu'il y avait autour. Proudhon, qui était assez dur d'ailleurs. Bakounine, nettement plus débonnaire, nettement plus dionysiaque, plus intéressant, quoi, déjà. Alors on va y passer, mais il y a quelques années, je tirais des ânes dans le jardin. Des ânes, des poneys, pour balader les gamins. Quand on fait les études de philo, on se penche nécessairement à un moment donné sur Hegel et sur la notion d'être et sur l'existentialisme, tout ce qu'on a suivi jusqu'au bien triste Heidegger, même si ça reste un grand philosophe. Donc
Se penchant sur Hegel, on est aussi amené à se pencher sur ceux qui ont voulu s'opposer à Hegel. Schopenhauer, Nietzsche et Stirner avant eux. D'ailleurs, Nietzsche reconnaissait à Stirner un statut un peu à part, il avait beaucoup de respect pour lui. Et pourtant, il n'était pas tendre avec les anards. Il leur reprochait d'être des curés athées. Je crois qu'il y a une dimension métaphysique chez les anarchistes comme il y en a partout. Si on n'a pas une vision du monde qu'on ne peut pas prouver, on ne fait rien. Les catholiques ont une vision qui repose sur le Christ ressuscité, les juifs ont une vision du monde qui repose sur la Torah, les communistes ont une vision du monde qui repose sur une croyance en l'histoire. Les anarchistes ont aussi une vision du monde qui repose peut-être davantage sur l'être humain. Enfin, je l'espère du moins, c'est comme ça que je le sens. Mais on n'échappe pas à cette vision du monde qui au départ est quand même axiomatique. On ne peut pas démontrer, si on prend le cas de Dieu, ni Dieu ni maître, je suis d'accord, je suis le premier à le crier, mais si on me demandait la preuve de la non-existence de Dieu, je serais bien emmerdé. C'est un choix, je crois que je ne crois pas. Ni Le Pen. Ni Chirac, ni Le Pen. Ni Dieu, ni maître, ni Chirac, ni Le Pen. Les Bleus, libertaires. Finalement, je suis tombé sur un exemplaire du Monde libertaire avec toujours la célèbre page de Maurice Joyeux, qui avait l'avantage quand même d'écrire d'une manière que tout le monde comprenne, quoi. Et donc j'étais assez séduit par sa façon de défendre certaines idées et que je ne vais jamais trouver ailleurs, quoi. Un jour, sur un marché dans la banlieue nord où je vivais étant enfant, j'ai rencontré un ancien camarade de collège qui vendait le Monde libertaire. Et puis j'ai fini par lui acheter son journal. Mon premier métier, j'étais sellier garnisseur, parce que je faisais les intérieurs de voitures. Et après la guerre, quand je suis revenu du service du STO, j'ai travaillé dans une petite carrosserie. Et bon, on faisait des réparations. C'est un mec que j'apprécie énormément. Et un jour, il y avait une grosse voiture réparée d'un médecin, donc j'enlève les coussins et je trouve par hasard en dessous le libertaire. Et je l'emmène chez moi, je le lis, je dis voilà, c'est ça, exactement ça. C'est marrant ça. Et donc je suis allé au siège de la fédération, qui était à ce moment-là Quai de Valmy. Puis bon, j'ai milité tout de suite, je suis entré en 1946. Il y a un truc qui m'a plu dans ce que dit De Vriel, comment il est venu à la fédération anarchiste. C'est parce qu'il a lu un jour le Libertaire, à l'époque, le Monde libertaire aujourd'hui. Et on doit quand même être quelques centaines dans ce cas-là. Le 1er mai 1945, avec Suzy Chevet, nous allons vendre le journal à la criée dans le vieux faubourg Saint-Martin. J'ai commencé à lire le Monde libertaire en 66-67. J'ai commencé à acheter le Monde libertaire quelques mois avant mai 68. Un beau soir, j'ai été à une des conférences du groupe Louise Michel. Ça se passait dans une cave avec un grand drapeau noir à la tribune. On avait même eu droit à une intervention de la police parce que les voisins s'étaient plaints qu'on avait fait trop de bruit. Moi, tout ça était très très romantique. Donc à la fin de la réunion, j'étais voir Maurice Joyeux. Je lui ai dit voilà, ça m'intéresse bien. Je voudrais adhérer à Louise Michel. On vient pas à Louise Michel comme ça, faut étudier les livres, un bout de temps, etc. Seulement après, quand tu connaîtras des choses, tu pourras venir nous revoir. On avait été voir avec des copains du lycée, le groupe Dormand. En gros, ils nous avaient dit, commencez un peu à lire sur le sujet, ce qui n'était pas faux, mais qu'on ne peut pas, à mon avis, comprendre quand on a 16-17 ans. On voulait de l'action. Et j'ai d'abord fréquenté les gens de l'Aura, autour de Front Libertaire. Je me suis trouvé agrégé à un petit groupe de lycéens anarchistes qui portait un nom assez pompeux, qui s'appelait Association des lycéens et étudiants anarchistes de la région parisienne, ALEAP. ALEAP Toghem. On a choisi Toghem parce qu'on avait ouvert le dictionnaire au hasard. On avait trouvé le mot mégot. On l'avait pris à l'envers et ça avait fait Toghem.
Je crois que c'était le 3 mai 68. On entend à la radio entre étudiants et policiers au quartier latin. On se précipitait dans le métro, foncer à Saint-Michel et voilà comment ça a démarré. Ce même soir, il y avait un gala du monde libertaire. Il y a une partie de la salle qui s'est retrouvée sur les barricades. Et quelques jours après, la Fédération anarchiste a occupé, comme tous les groupes révolutionnaires, a occupé la Sorbonne. Il y avait un des escaliers, il y avait au moins 5 ou 6 salles et puis un petit amphi qui était réservé à la FA. Cette occupation de l'escalier, il a même fallu la défendre militari contre les trotskistes, ce qui était à l'époque le Clerc, l'ancêtre de ce qui est devenu plus tard AJS, puis OCI, puis Parti des travailleurs, etc. Puis dans la cour, il y avait toujours une table de presse, soit libertaire, soit FA. Enfin FA Aura, à l'époque c'était encore un peu la même chose. On participait en tant que lycéen, il y avait des comités d'action lycéens et tout. On avait fondé le comité des lycées techniques et des collèges techniques. Donc c'était pas les mêmes comités d'action lycéens des grands lycées. Vous devez avoir d'ailleurs Michel Field ou les Autozo là, les intellos. Bon, j'allais dans les AG, un truc comme ça. Il y avait des mecs qui étaient à la tribune, je sais pas d'où ils sortaient ni comment on les faisait. Dès qu'il y avait des drapeaux noirs, je suivais, mais j'avais aucun contact. Et les seuls contacts que je me souviens que j'avais eus, m'avaient un peu déçu. C'était un tract anarchiste, mais très individualiste. Alors ça m'avait un peu déçu, parce que pour moi, l'anarchisme, c'était un mouvement social. Enfin, c'est pas pour casser du sucre sur les individualistes, mais c'était surtout social. En 68, il y avait un mouvement, et ce tract se démarquait un peu. Il disait l'individu, enfin bref. Ce que j'en pensais à l'époque, ce qui n'est pas ce que j'en penserai aujourd'hui, je pensais effectivement qu'on allait changer le monde, quoi. Mais là, tout de suite. C'était pour moi, ça a été un événement totalement éblouissant. Et je me dis, dès le début, je me suis dit que j'avais une chance incroyable, parce que je militais depuis 2 ans, et au bout de 2 ans, déjà, la révolution éclatait. Ce que des gens avaient attendu toute leur vie, moi j'avais eu besoin de l'attendre que 2 ans. C'était juste après mai 68, à un congrès de Carrare. Cohn-Bendit était là, il y avait aussi Lebel, la Passade, non pas la Passade, Lebel, Jean-Jacques Lebel, oui. En fait, une nouvelle génération qui arrivait au congrès de Carrare, ceux qui étaient, comme moi, influencés aussi par le situationnisme. Et donc, ça a été une sorte de happening. Et les jeunes révoltés de mai 68 contre les vieilles institutions anarchistes. J'ai connu des camarades du SUB, c'est-à-dire que c'était le syndicat unitaire du bâtiment, qui était passé entièrement à la CGT-SR, passé à l'autonomie. C'était pas des humbles, comme on dit, mais des camarades qui étaient restés ouvriers et qui étaient marqués par un ouvriérisme assez profond. Alors, c'était des vieux messieurs avec une cigarette au bec et qui allaient boire leur pastis, mais c'était pas des universitaires. Donc pour eux, mai 68, c'était un peu que les étudiants fassent grève, ils comprenaient pas. Parce que eux, faire grève, c'était arrêter la production. Oui, donc c'est vrai. Non mais je veux dire, on était les premiers fils d'ouvriers à être au lycée. Sur Dieppe, on a fait de l'agitation, on distribuait des tracts avec des copains normands. Et ça a fini en bagarre avec la CGT de l'usine. Je me souviens de mecs qui nous disaient qu'on était des étudiants petits bourgeois, etc. Quand j'ai eu le bac, j'ai eu une période ouvriériste. J'ai voulu être docker. Mon père connaissait bien secrétaire du syndicat des dockers. Il m'a dit, t'as le bac, va plutôt en fac. J'ai dit, le prolétariat me ferme ses portes. Allô, la fac. J'ai fait une fac d'histoire. Une fois que j'ai commencé à bosser, ça a changé tout. Tout ce que j'entendais sur les patrons, les communistes, je les ai vécus de près. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai rapidement pris ma carte de syndiqué et puis après j'ai assez rapidement adhéré à la Fédération anarchiste. Ce game, il n'a pas survécu à mai 68. Et juste après 68, j'étais au groupe Bakounine, groupe de la FA du 11e arrondissement. D'abord, on a adhéré à ce qu'on appelait le LUGAN, l'Union des groupes autonomes libertaires, semi-scission de la Fédération anarchiste. Ensuite, le groupe Bakounine a fait partie de l'ORA, l'Organisation révolutionnaire anarchiste. On soutient des camarades espagnols, c'est l'époque du Gary, du Mille et tout ça. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir changer les choses.
cruelle désillusion. Cruelle désillusion. Ensuite, ça a été ma période baba cool, routard. J'ai passé quelques années à me balader sur les routes d'Asie, d'Inde, au Népal, etc. En Israël aussi, au kibbutz. Alors, Fidji. Tout ça, ça nous a amené jusque dans les années 76, grosso modo. La période qui va de 72 à 80, où là, les 68 étaient finis et bien finis. Et c'est après 68 que j'ai vu pour la première fois le Libertaire, alors que je lisais Harakiri, puis après Charlie Hebdo. Et à la une du Libertaire, du Monde Libertaire, il y avait un dessin de Reiser. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce qu'on m'aurait dit les libertaires, qu'est-ce que t'en penses? Je comprenais pas. Les anarchistes, oui, mais les libertaires, non. Je comprenais pas avec les libertins, mais presque. Je me rends compte que celle-là, elle est aussi vieille que Julien. On n'ose pas la tuer, n'est-ce pas? Elle est aussi vieille que notre fils. J'ai pris contact avec le groupe Louise Michel. Donc là, bien sûr, il y avait Maurice Joyeux, Roland Boss de Vex et d'autres camarades. Donc il ne marchait pas encore. Tous les jeudis soirs, il y avait des cours, conférences. Et le samedi après-midi, c'était plutôt débat. Le jeudi, on avait Roger Agloer, Gaston Leval et d'autres qui voulaient nous exposer différents thèmes de l'anarchisme, le syndicalisme, l'anarcho-syndicalisme, le communisme libertaire, la révolution espagnole. C'était des conférences de très très grande qualité, moi qui m'ont toujours intéressé. Et à partir de ma fréquentation du local du groupe Louise Michel, je n'ai plus jamais quitté ce mouvement libertaire. Et il y a deux personnages qui m'ont beaucoup marqué. Il y avait une dame qui s'appelait Suzy Chevet, puis son compagnon qui a beaucoup compté la fédération anarchiste. C'était Maurice Joyeux. C'était un homme décidé qui savait ce qu'il voulait, savait ce qu'il ne voulait pas. C'était des années qui suivaient 1968. L'état d'esprit général était à la contestation générale, y compris dans ces conférences qu'organisait le groupe Louise Michel. On voyait débarquer des jeunes gens qui venaient vous dire à bas les cours magistraux, à bas les profs, etc. Ce genre de discours. Alors ils étaient en général très mal reçus au groupe Louise Michel et généralement ils ne restaient pas longtemps parce qu'ils avaient affaire là à des camarades qui n'acceptaient pas qu'on vienne chez eux se moucher dans les rideaux. Et donc moi j'ai été formé comme militant à cette école-là qui était une école de la dignité. Le mouvement libertaire a été fait là pendant au moins quelques mois. J'étais en 72. Alors je ne sais plus si on rentrait là ou de l'autre côté. Bon, en haut, c'était l'administration. La composition était faite là et l'impression s'est donnée sur l'autre. C'est la première fois où je me suis occupé du mouvement libertaire parce que Jacques Cugini était tombé malade. Il m'a dit allez hop, vas-y. C'est comme ça, je suis arrivé ici, puis tout était en marche. Alors heureusement qu'à cette époque-là, les typos et lignotypes pistes nous aidaient parce qu'on leur amenait des maquettes un peu approximatives. Puis il lui disait bon, puis après il me dit ben là il manque 1000 signes, là je t'ai mis une photo, si tu veux tu la changes et tout ça. Autre époque. C'est presque eux qui m'ont appris le métier. Enfin c'est eux. Et moi, j'ai dû rentrer à la FA dans les années 73. C'est les années des grandes grèves lycéennes, des mobilisations contre Debré, les queues de mobilisation contre la guerre du Vietnam. Et je suis rentrée au comité de lecture, à l'époque ça s'appelait le comité de lecture du Monde Libertaire mensuel. J'ai connu donc le Monde Libertaire en typo, à l'imprimerie polyglotte. Qui était fait par des anciens militants du Bund juif, du Yiddishland. Ils avaient fait très longtemps la révolution prolétarienne. Ils faisaient des journaux en yiddish encore à cette époque-là. Ils faisaient un journal espérantiste. C'était encore le vieux monde de l'imprimerie, les linotypes, le montage du plomb et les blouses bleues. Ceux qui travaillaient en photo-composition, on les appelait les blouses blanches, c'est-à-dire les gens des bureaux. Alors que nous, on était encore en bleu parce qu'il y avait l'encre, ça tachait, c'était une position ouvriériste.
On a pu faire le Monde Libertaire Hebdo grâce aux nouveaux moyens, parce que la photocomposition coûtait moins cher. Donc c'est grâce, à mon avis, au déclin de la puissance ouvrière et syndicale dans l'imprimerie que le Monde Libertaire peut devenir hebdo. Enfin, c'était pas, bien sûr, seulement ça. Ça a été toute une génération de jeunes militants qui aujourd'hui ont la quarantaine, cinquantaine, qui sont rentrés après la vague de 68 dans le mouvement libertaire et qui ont essayé de dépoussiérer. Et le journal était très très important pour nous parce que si tu veux, c'était la seule représentation de l'organisation. Il n'y avait pas d'orga, hein. Tu avais des vieux, tu avais toutes les tendances de l'anarchisme qui s'empaillaient, tu ne sais même plus pourquoi. Et nous, on pensait qu'il suffisait d'être 10 000 dans la rue pour faire la révolution, ce qui fait qu'on était sur notre planète. Et puis, il y avait le problème de la lutte des classes, quand même, hein, où les jeunes militants, avec un bagage plus culturel, où nous, on voyait l'usine à la porte, on n'était pas dedans, tu avais une volonté d'ancrer le mouvement libertaire et la FA dans un espace social plus marqué que ce qu'elle était. Pourquoi on voulait un hebdo? C'était pour coller à l'actualité, parce que les groupes étaient ancrés, ou voulaient s'ancrer dans une réalité de quartier. À l'époque, il y avait des groupes libertaires d'entreprise, il y avait des groupes FA d'entreprise, et pour nous, l'hebdo, c'était notre indépendance éditoriale. J'ai été au cœur de la chose, puisque j'ai été le tout premier permanent technique. À l'origine de l'idée, je crois qu'on doit ça aux camarades du groupe Jules Durand, du Havre. Il y a eu des réticences et des pesanteurs du côté de camarades plus âgés. Et chaque année, au congrès de la Fédération anarchiste, j'ai le souvenir que les mêmes copains, les mêmes militants remettaient ça sur le tapis. Mais ça a fini par payer, mais enfin ça a été long, surtout que quand on est jeune comme ça, les années sont plus longues que maintenant. Et la création de l'hebdomadaire, ça a été pour cette quarantaine, cinquantaine de jeunes qui arrivaient, une volonté de construction de l'outil politique. Et je me souviens, moi, de manifs du 1er mai où on distribuait les bouillons entiers du journal. Il était hors de question qu'un exemplaire tombe par terre, hein, où on se fritait avec la cégette ou le PC qui ne supportait pas les anards. Tu pouvais pas vendre le journal tout seul parce que c'était dangereux. Et le plus beau souvenir que j'ai eu, c'est quand on s'est retrouvé gare Saint-Lazare à vendre le journal et à vendre 100 numéros en moins d'une heure. On a été obligé d'aller les racheter dans les kiosques pour pouvoir les vendre à la criée. Pour te dire que c'était important pour nous, quoi. Hein. C'était à quelle occasion, cette flambée Moi, je crois que c'est les années 70, hein, c'est tout le militantisme 70, écolo, antimilitariste, féministe et libertaire. Découvrir ces idées nouvelles, encore une fois, dans un contexte qui était vraiment très chaud et assez porteur à l'époque. Hein. Je me suis engagé plus en avant, et encore plus en avant jusqu'à un moment qui a été assez déterminant pour moi quand j'ai refusé le service militaire. Ah mais dis donc, tu m'avais jamais dit ça. Ah bah, je dis pas tout. Je me suis retrouvé insoumis, puis ensuite en 81, avec l'arrivée de la gauche, il y a eu une espèce de fausse amnistie qui a fait que plein de gens qui étaient objecteurs insoumis se sont retrouvés dans la situation de réservistes dans la défense civile, comme ça. Voilà donc comment j'ai pas fait mon service militaire. J'ai pas été objection de conscience. Je sais plus à quelle année j'ai fait mon service. Pour moi, le problème ne se posait pas en termes de pacifiste, il se posait en termes de lutte armée. Mais il y en avait plein, des gamins comme moi en 69, 70. Julie avait écrit un bouquin qui s'appelait « De la guerre civile en France ». Il y en avait plein des mômes qui pensaient qu'il fallait passer à la lutte armée pour transformer la société, pour faire la révolution. Heureusement qu'on n'a pas gagné. J'avais le choix, comme certains ont fait, ou être objecteur de conscience 2 ans, mais ça me foutait franchement chier, ou aller à l'armée, donc je vais à l'armée. Qu'est-ce que je fais en rentrant de l'armée? Je crois que je retourne dans l'éducation nationale. À l'époque, je suis Emma, maître auxiliaire. Là qu'un jour, Giscard d'Estaing suspend la titularisation des maîtres auxiliaires. Merde! Donc je vais bosser dans une boîte d'avitaillement de navires sur le port de Dieppe, puis après je passe le diplôme de déclarant en douane. La boîte fermant sa succursale, je rentre à l'armement naval SNCF sur les ferries. Je me casse la gueule en moto, inapte à la navigation. Je suis au chômage et là je décide de remiliter. Et je ne me vois pas militer ailleurs que dans le mouvement libertaire. Puis après, je suis partie de Reims, donc j'ai perdu contact avec les anarchistes, et quand je suis partie à Montpellier, et là je les ai pas retrouvés. Et c'est quand je suis revenue à Paris que j'écoutais la radio au hasard et je suis tombée sur Radio Libertaire. J'ai dit, mais bon sang, mais il existe une fédération anarchiste, alors je suis venue ici.
Je suis venue à la librairie où carrément, Publico, j'ai regardé un peu intimidée, c'est sûr. Et puis j'ai commencé à lire le Monde libertaire et discuter. J'ai lu pas mal de bouquins et donc j'ai trouvé qu'ils avaient les mêmes idées que moi. J'ai regardé l'adresse de Publico, j'y suis allé. Je suis tombé sur Laurent qui vendait, qui était au comptoir ce jour-là. Et j'ai dit, bah voilà, j'ai fait pas mal de trucs tout seul, maintenant je voudrais voir un peu ce que ça donne en groupe. Et puis, quelques semaines après, j'ai Claude Nepper qui m'a téléphoné. On a pris rencard dans un bistrot rue de Crimée. Les autres copains et copines du groupe de la Villette sont arrivés, Charlie, Brigitte, à l'époque, c'était tout. Et puis bon, bah, je suis rentré dans le groupe, je suis resté pendant quand même 7 ans je crois. Ils cherchaient des gens pour le comité de rédaction. J'ai dit, ah moi ça m'intéresserait, mais comme j'étais pas depuis assez longtemps à l'AFA, je pouvais pas être mandaté. Alors j'ai fait 1 an comme stagiaire. Alors le comité de rédaction, cette année-là, il y avait Thierry Porret, Jean-Pierre Gault, il y avait Sylvie. Et surtout, j'ai fait une grande critique que j'aurais pas dû faire. J'ai dit, le monde libertaire est bourré de fautes, et c'est mal. Et là, je suis tombée sur Thierry, qui m'a dit, ben là, t'as dit quelque chose qu'il fallait pas, et on m'a embarqué au journal. Laissez ce qu'on appelle un bourdon. Pourquoi bourdon? Parce que on signe. J'imagine que j'étais terriblement intimidée, évidemment. C'est là où on m'a formé en plus. Voilà. Et je me suis lancée dedans. En fait, c'est grâce au monde libertaire que je suis devenue correctrice, j'en ai fait mon métier. Et donc, après, je suis rentrée au comité de rédaction, et je suis restée depuis. J'étais très impressionné. Bon, je travaillais dans la presse déjà à l'époque, mais la presse commerciale, donc c'est quand même très différent. Je suis arrivé auprès de ces grandes gueules, ces égos démesurés que j'adore, et j'étais un peu intimidé, puis c'est passé très vite, quoi. Et l'année suivante, donc, une fois que j'ai fait si on peut dire, ce stage, j'ai donc dit, voilà, ça m'intéresse, et puis ça s'est fait. On était rue de Crimée à l'époque, dans les anciens locaux du Monde libertaire, qu'on a déménagé cette année-là d'ailleurs pour les locaux de Bagnolet. Je ne sais pas s'ils sont encore exploités, je crois que non, parce que ça a beaucoup bougé depuis. Je suis devenu administrateur du journal. Pendant que j'étais au Chaume-du, j'ai fait 1 an de stage de maquettiste. Mais c'est chez moi en plus. Et j'ai succédé à Régis Faudot. Je m'en rappelle comme c'était hier. Il est venu un jour de Paris avec 2 énormes valises qui contenaient des archives, de quoi faire fonctionner le journal, quoi, les listes de comptes et tout. Je suis devenu permanent parce qu'on a décidé d'imprimer en province. Je m'occupais de la sortie du journal, des abonnés, de répondre aux courriers, de livrer le journal. Et après, j'ai été 1 an ou 2 secrétaire général de la fédération. Et dis donc, tu vas la trouver changée. Comment on passe au militantisme? Écoute, tu veux être dans un film? C'est maintenant. Tu veux un peu passer, je vais dire ça comme ça, tu veux un peu passer de la théorie à la pratique. Michel a amené le film qu'elle a fait pour les 100 ans du journal. Et t'es dessus! Quand t'as lu, quand t'as réfléchi, quand tu te dis tiens, ou un désir d'accélérer les choses, même si je pensais pas changer l'ordre établi, moi tout seul, d'où justement, là, je reste convaincu de la nécessité d'une organisation. La dernière partie. En fait, j'ai sauté le pas parce que je l'aurais sauté avant si j'avais trouvé la fédération anarchiste. Et pourquoi tu t'es engagé? Pourquoi? Je vais pas dire... Faire les révolutions, non, c'est un peu le grand soir, on cesse d'y croire à 15-16 ans, je crois. Pour essayer de bouger les choses, quoi. C'est bien gentil. Je dis que c'est bien gentil de râler sur la société, sur oui, l'État fait ci, mais si on fait rien, si on dit rien pour la changer, c'est un peu hypocrite, quoi. On laisse faire aux autres, et je préfère essayer moi-même, quoi. Là, j'en suis venu comme ça à militer. Pendant des années, j'ai fréquenté la rue Ternaux. Et puis, suite à une dispute avec des gens à Soissons, des jeunes qui disaient que la Fédération anarchiste, c'est une association de pêcheurs à la ligne avec des vieux, des gens qui se sont mis à critiquer Maurice Joyeux. J'ai défendu, j'ai dit, mais moi, ce gars-là, il écrit, on le comprend, il défend des idées qu'on trouve nulle part ailleurs. Finalement, j'ai décidé d'adhérer à la Fédération anarchiste. Je me suis dit, ça fait des années que je profite du travail des copains qui ont monté une librairie, qui éditent un journal, qui sortent des affiches. Moi, je ne faisais que profiter de leur travail collé. Suite à cette discussion-là, j'ai décidé d'adhérer. Alors c'était il y a 35 ans. Ton oncle c'était Maurice Joyeux, ton papa c'était la guerre d'Espagne. Ouais. T'as jamais eu au moment de l'adolescence envie de faire des choses horribles, je sais pas,
pour les embêter de rentrer au Parti communiste ou devenir un jeune cadre dynamique. Ah non, franchement non. Non, j'étais trop sage, non. Être un jeune cadre dynamique, j'avais pas les moyens intellectuels, j'avais un lycée technique, et puis après j'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai commencé à ouvrir ma gueule au bureau, je me suis un peu fait mal voir, pas trop d'ailleurs. Je tombais surtout sur les communistes, et puis là j'ai pris d'entrée 2 coups de matraque. Donc là, ceux-là, j'en avais déjà entendu parler à la maison, mais alors là, communiste, c'était pas question. Je baignais dans le milieu libertaire, j'entendais parler politique ou sociale à la maison. Pas le droit de dire grand chose, j'écoutais. On pourrait dire que la question pour moi n'était pas tant de savoir si j'allais devenir libertaire ou anarchiste, mais plutôt quand est-ce que je deviendrais militant. Et mes frangines aussi d'ailleurs. Tu deviens militant à cause d'un élément déclencheur. Donc moi c'était 68, mes sœurs aussi je pense un peu plus tard, elles sont beaucoup plus jeunes, normal. Ça a été vraiment une part individuelle. Et je crois que c'était plus compliqué, si tu veux, d'être la petite fille de machin, la petite fille de bidule, de se faire un nom, un prénom et après un nom. Mais la fédération anarchiste, c'est comme ça aussi. Oh, partout. Mon frère était dans le groupe où je militais, mon grand-père était dans le groupe où je militais. Le plus dur, ça devait être pour la troisième, pour ma petite sœur. Mais après, chacun crée sa voix. Elle est rentrée aussi, elle est libertaire, elle s'occupe du journal là, le dimanche. Elle n'est pas membre de l'AFA, ça empêche, tu sais, le mouvement libertaire, tout la terre est ronde. Ça va ? Tout le monde se croise. Ouais. Oui, ça va pas mal, ça va même bien. Mais lundi, il faut qu'on remette ça. C'est lundi que la lutte contre la misère et le racisme continue. Aujourd'hui, on se fait plaisir, mais lundi, il faut continuer. Comment ? Non, c'est pas grave. C'est une activité quotidienne. Et c'est parce qu'on milite quotidiennement qu'on n'a pas des résultats catastrophiques dans les urnes et qu'on n'a pas besoin des urnes surtout. La fédération anarchiste, au-delà de se prononcer contre toutes les formes d'exclusion, dit aussi que ce n'est pas en donnant certains droits comme le droit de vote. Ce qu'on se propose, c'est non seulement d'éduquer les gens pour qu'ils cessent d'être racistes ou de rejeter les autres, et ensuite c'est de mettre en place un système social reposant sur l'autogestion. Comment ? Par ne pas se mobiliser qu'une fois quand les gens ont un peu peur du fait d'un résultat électoral, mais en se syndiquant, en luttant dans les entreprises, en luttant dans les associations, dans les quartiers, partout. Notre futur est dans la rue. Quand j'étais anarchiste à 16 ans, c'était une réaction face à un monde insupportable et l'aspiration à poser les bases d'une société qui soit libre. Je dirais que ça n'a pas changé pour moi. Quand je regarde le monde d'aujourd'hui, je trouve qu'il est insupportable à vivre. Je trouve que toutes les solutions réformistes sont des solutions sans espoir. Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que quand on a fait ce constat-là, que le monde n'est pas vivable tel qu'il est et qu'on ne peut pas le réformer sur ses bases actuelles, je pense qu'en toute logique, eh bien, la seule solution qui s'ouvre à nos yeux, c'est la plus difficile, c'est envisager la voie révolutionnaire et une transformation radicale de la société. Il y a un truc sur lequel j'ai pas bougé. Si on veut l'avènement d'une société anarchiste ou libertaire, on est obligé de passer par une transformation radicale de la société. On appelle ça la révolution. On est obligé de raser ce qu'il y a aujourd'hui, non pas pour casser, mais parce qu'on ne construit pas des nouveaux modes de fonctionnement sur la base d'une distribution sur laquelle on n'est pas d'accord. T'as beau réhabiliter la cité des 4000, ça sera toujours la cité des 4000. 50 ans après, on est toujours jeune. Maintenant, plein de gens aujourd'hui pensent que finalement on n'est pas si mal que ça dans cette société, qui sont plus ou moins libertoïdes, libertaires, dans le sens où je lutte pour protéger les exploités, les plus opprimés, ce qu'on appelle toutes les luttes autour des sangs, quoi, tu vois. Il y a ceux qui pensent, dont je fais partie, que le fait d'être révolutionnaire n'empêche pas de lutter au quotidien pour améliorer le sort des gens qui en chient le plus. Et puis il y a ceux qui pensent que finalement, ils sont pas si mal dans cette société. Donc, quand tu es social-démocrate ou que tu es communiste, voire pour une grosse partie de l'extrême gauche, au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus envie de transformer la société. Tu veux pas faire la révolution. Tu veux essayer que la société soit la moins mal possible. Mais ça, c'est un choix. Là où il y a arnaque, c'est qu'ils ne le disent pas, ce choix-là. Ils disent
pas aux gens, soit vous vous contentez de la société dans laquelle vous êtes, mais jamais vous serez les plus grands, les plus forts. Hein. Si vous voulez vraiment construire une société de liberté pour l'individu, d'égalité sociale, et d'entraide, de fraternité entre les peuples, il faut transformer la société. Troisième partie. D'accord. Bah, le monde libertaire à vendre. Toujours 2 €. Mettre à bas un système pour aller vers un autre type de société, que ce soit d'une façon violente ou non violente, c'est une révolution. Alors maintenant, est-ce que ça se fait avec les armes ou pas avec les armes? Tous ceux qui ont fait des plantes sur la comète, ils sont toujours plantés, parce que généralement les révolutionnaires, ils essayent d'analyser les précédentes révolutions et d'en tirer des conclusions. Sauf que les conditions sont jamais les mêmes. Bah déjà grève générale, mais c'est un peu être trop idéaliste de penser que ça va se passer comme ça. Tout ça n'empêche pas Nicolas, pas comme une dépravante. Les tenants du pouvoir, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont pas prêts à laisser gentiment leur place. Même si je suis pas marxiste-léniniste, la lutte des classes existe. J'ai des copains et des copines, ils me parlent aujourd'hui de la lutte des classes. Bon, ça a eu son importance historique. Faut pas non plus dire que c'est entièrement fini parce que ce serait pas vrai. Mais pour moi, Alain l'huissier, c'est quoi une classe? Est-ce que c'est un truc dans lequel je vais naître et auquel je vais être attaché jusqu'à ma mort? Dans ce cas-là, je suis un traître à ma classe, parce que je suis pas né prolétaire. Est-ce que c'est pas se mettre un autre carcan sur le dos? Moi, je crois plutôt en des luttes d'intérêt et de libération individuelle ou collective, mais de classe... On peut les voir jusqu'au plafond. Voilà. Ce que je crois une révolution libertaire, à une société, un futur libertaire, mais pas en tant qu'extrémisme. Trop souvent aussi, on voit l'anarchisme comme un extrémisme. La famille capitaliste, heureusement, vient l'anarchiste. Il n'a pas de préjugés. Le mouvement libertaire doit affirmer qu'il n'est pas un extrémisme, qu'il est une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas des politiciens aux élections, non, on est dans les mouvements sociaux, dans les quartiers. Radicalement, problème social en suspens, dans la rue des bons enfants. Les luttes d'aujourd'hui préfigurent toujours la société de demain. Même quand on perd. 68, il reste les assemblées générales et tout comme ça. Puis quand tu gagnes, les moyens de lutte continuent à fonctionner. La manière dont on conduit les luttes, ça laissera toujours des traces. Les bolcheviks, ils étaient déjà staliniens avant Staline. Je fais de moins en moins partie de la frange du mouvement libertaire qui appelle à la révolution, à ce que le sang coule et glisse la terre, pour reprendre les paroles de la chanson, sans être un pacifiste de crin. Je pense que cette humanité a suffisamment donné en matière de massacre pour que l'on puisse appeler à l'arrivée d'une révolution forcément meurtrière. J'aimerais bien effectivement qu'on cesse un petit peu de rester enfermé dans des schémas 19e, barricadiers, ce genre de choses comme ça, ces appels permanents à la violence. Il y a sans doute autre chose et mieux à faire. Je crois que le concept de révolution et d'évolution, en termes, comme pouvait le poser Kropotkin ou surtout Élisée Reclus, est tout à fait d'actualité. Est-ce qu'il faut faire la révolution de rupture brutale, très forte, et après construire des outils sociaux? Ou faut-il d'abord éduquer aux outils sociaux et faire la révolution? Je crois que c'est pas comme ça qu'on pose le problème. Il faut faire les deux. Aujourd'hui, je milite sous une autre forme. Je suis président d'une association d'éducation populaire. Il n'y a pas que des anards, loin s'en faut, mais tout le monde sait ce que je suis, tout le monde sait ce que je pense. Maison Jacques Prévert, maison de quartier, centre social. Il y a des débats, on discute, et puis au moins on travaille pour les habitants. Et les habitants sont cette association, c'est pas un truc bidon. C'est aussi pour ça que j'aime bien une association d'éducation populaire. Vous avez des idées, vous organisez-vous, mettez-les en pratique. C'est bien, c'est pas bien, vous verrez ce que vous en ferez, mais organisez-vous vous-même. On ne fait pas de l'éducation stricto sensu, si tu veux. S'il y a de l'aide aux devoirs ou des trucs comme ça, mais pas... Futurs adhérents, l'association. Puisque j'ai quitté le monde libertaire en tant qu'animatrice, et bien au bout de quelques années, on a monté une école libertaire.
Et Bonaventure fait partie de ce courant très éducationniste de l'anarchisme, c'est-à-dire qu'il faut à la fois réfléchir sur la société, mais agir sur elle. Il ne faut pas promettre l'éducation ouverte pour des jours meilleurs, il faut le faire avec les enfants d'aujourd'hui en essayant de faire ce qu'on peut. Nous, on est les petits-enfants de Sébastien Faure. Quand j'étais jeune militante ANAR, Sébastien Faure me gonflait comme c'est pas permis. À plus de 40 ans, là, je suis tout à fait la petite fille de Sébastien Faure quant à la ruche. Et à la volonté de Sébastien Faure de créer ce qu'on appelle les coopératives intégrales. Bonaventure n'a pas pu faire ça, mais on a voulu reprendre cette idée d'enseignement tripartite, une éducation, une instruction en termes de formation sociale, citoyenneté, avec une cogestion de la part des enfants, des parents, des éducateurs. Et en termes de coopérative, on a échoué parce que produire de la culture, produire des outils pédagogiques, ça ne ramène pas un rond. Les anarchistes n'aspirent pas à prendre le pouvoir. Il y a toute une partie de leur engagement qui repose sur l'espoir de transformer les gens individuellement, d'abord, autant que collectivement. C'est pas les anarchistes qui vont transformer le monde. Le monde sera transformé en puisant dans les idées libertaires. Alors, est-ce que le mouvement libertaire a jeté des graines? Est-ce qu'il y a des graines qui ont germé? Oui. Mais pas forcément là où on s'attend. Est-ce qu'elles germent? L'objection de conscience, même si je trouve que c'est pas suffisant déjà. Les coopératives, c'est quand même une grande idée anarchiste. Le mutualisme aussi, même s'il est un peu dévoyé et qu'on essaye de l'assassiner actuellement. C'est pas parfait. Les bourses du travail, c'est pas parfait. On n'est pas dans un monde anarchiste. Mais il y a quand même des idées qui réussissent à passer. Peut-on imaginer une société libertaire? Pour une société libertaire, c'est le fédéralisme, c'est dans les communautés, à la base, que tous les besoins sont recensés, et les richesses aussi, et on fait l'adéquation entre les deux. Mêler ce qu'ont fait nos camarades espagnols, lié à quelque chose qui émanerait d'un certain individualisme anarchiste, et qui tout en mettant sur pied quelque chose de collectif, laisse à l'individu quand même la liberté de se mouvoir au sein de ce collectif. Je ne pense pas qu'il y aura une société libertaire, je crois qu'il y aura un mode de fonctionnement libertaire peut s'instaurer, mais je crois que c'est chaque groupe, chaque ensemble de personnes qui se donnera ses règles propres, elles ne sont pas nécessairement les mêmes. Quand j'imagine, c'est une société complètement diverse. C'est pas parce que j'ai une façon de voir les choses, je sais très bien que ne serait-ce que le quartier d'à côté ne serait pas organisé de la même façon. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont décider. Ouais, je me souviens dans des débats, les gens me demandaient parfois, mais ils me demandent encore quand je prends la parole, comment vous voulez qu'on fasse? Mais j'en sais rien, c'est vous qui devez vouloir, c'est pas moi. Moi je sais ce que je veux faire. Vous savez ce que vous voulez faire, mais en confrontant nos désirs, on va sans doute arriver à faire un truc. Si on n'arrive pas, on ne le fera pas ensemble, on le fera avec d'autres. Il y a des questions à poser. L'anarchie, plus qu'une idéologie, pour moi c'est plus des pratiques et plus un fonctionnement, quoi. Et donc ça s'apprend à l'intérieur des pratiques, plus que dans le discours. Les principes, ça sert à rien s'il n'y a pas une pratique qui est en adéquation, c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir effectivement s'impliquer dans un collectif et d'arriver à fonctionner et plus ou moins bien et pouvoir en tirer aussi une expérience. Ils n'ont pas les clés en face. Donc on est un peu comme des poissons dans l'eau quand on est dans une période de lutte comme le mouvement de 95. Là on a des rédacteurs potentiels partout et des rédacteurs qui ne se contentent pas d'observer les choses pour en faire un rapport, mais de rédacteurs au cœur des luttes. Là, les propositions qu'on fait un petit peu régulièrement, que ce soit des propositions qui appellent à l'action directe des travailleurs, des propositions qui appellent à la grève générale, voire à la grève générale autogestionnaire. Dans un contexte comme celui-ci, on a l'impression que nos propositions peuvent trouver un écho. On n'a plus l'impression de subir les choses et l'actualité. On a l'impression qu'on est dans l'actualité, on a l'impression qu'on peut la faire. Et là, comme libertaire, on y croit. Ça fait quand même un certain temps que tu es engagé, enfin militant. Est-ce que tu crois que tu la verras un jour, la société libertaire? Ou qu'elle arrivera un jour, tout simplement? Il y a évidemment cet espoir-là. En même temps, comme on est réaliste, on voit aussi un petit peu le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc
C'est très personnel. Moi, je pose toujours, en termes d'objectifs, la réalisation d'une société libertaire. En même temps, comme je pense pas mal d'individus, je suis confronté à un quotidien qui n'est pas forcément facile à vivre. Et en premier lieu, ce que j'essaye de poser individuellement et puis au sein du groupe libertaire dans lequel je milite, dans une ville de banlieue, c'est poser des actes pour qu'on puisse s'associer avec d'autres et résister à ce qui nous paraît le plus injuste. Quand on me demande « crois-tu encore à une société libertaire ?» Oui, bien sûr, et je ne crois pas comme d'autres camarades, un peu trop souvent dans le mouvement anarchiste français, bien qu'ils s'en défendent, disaient on n'est pas fait pour être nombreux, on est fait pour être le sel dans le levain, enfin un petit truc quoi, pour une mauvaise conscience. C'est peut-être là où est le problème, à mon avis, dans le mouvement anarchiste français. Être une mauvaise conscience ou être pour être partie prenante d'un mouvement populaire. Est-ce que tu penses qu'une société libertaire est possible? Est-ce qu'elle aura lieu? J'aimerais bien, mais je pense pas l'avoir. Je m'en fous. Pour moi, je suis dans une société capitaliste. Je me bats pour une société libertaire. Si c'est pas moi qui y arrive, ça sera les prochains. Moi, mon but, moi, c'est d'apporter ma pierre à cette construction-là. J'aspire pas à réussir tout de suite. Mais on sait très bien que l'histoire, des fois, ça va très vite. Alors pourquoi je ne la verrai pas? Je peux pas répondre. C'est le genre de questions auxquelles je ne peux pas répondre. À 20 ans, je pensais que je le verrais. Est-ce que je n'y crois plus? Si, j'y crois toujours. Faut pas que je me mente à moi-même, mais je te dis, c'est repousser loin dans l'avenir, quoi. Alors que c'est bête, parce que ça se trouve demain, ça pètera, mais... Ah, moi, j'y crois toujours, hein. Ne serait-ce que pour se faire plaisir, c'est important de se faire plaisir dans la vie. Hein. Comme quoi, les anards croient en rien, mais continuent quand même. Je crois que c'est ça, surtout. Il y a un petit espoir, peut-être qu'on veut pas, que je ne veux pas m'avouer, mais ne rien faire ne sert à rien, donc autant essayer quand même. Ah, moi je pense que c'est possible. Moi je pense en tout cas que le monde pourrait marcher autrement, pourrait fonctionner autrement. Après, à regarder l'histoire et à regarder encore les régressions parfois actuelles, je m'interroge souvent pourquoi est-ce que l'homme choisit toujours la voie très autoritaire. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait tout à fait, fonctionner autrement. Après, est-ce que ça va arriver Je me bats pour. Si c'est pas moi qui la vois, tant pis. De toute façon, la lutte en soi, comme disait Camus, c'est déjà une façon de vivre. Moi, le fait de lutter pour une société libertaire, c'est de dire que je ne cautionne pas cette société-là. Donc, ça me donne une raison de vivre, une belle raison de vivre. En plus, la société libertaire, c'est quelque chose de... C'est de la poésie en acte. Tu sais, j'aimerais bien que ça devienne un jour le journal conservateur de la société anarchiste, tu sais. Enfin, qu'on en parlera comme on parle du Figaro, les jeunes diront ouais, c'est ça le con, encore attaché à l'égalité, à l'absence de pouvoir, mais la jeunesse fera disparaître tout ça. Non, j'espère qu'un jour on sera le vieux journal réac, parce que la société aura changé, et qu'elle sera encore plus libertaire que nous. Il y a des choses qui faciliteraient un passage à une société, si ce n'est globalement libertaire, du moins avec de grandes parts d'autogestion, etc. Je pense notamment à la réduction des unités de production. On a des outils de communication qui permettent des liens horizontaux plus développés. On a des outils qui permettent d'envisager une société infiniment plus décentralisée que ce qu'on pouvait imaginer du temps de Sébastien Faure ou Pierre Bénard, qui, dans leur projet libertaire, intégraient des fonctionnements assez verticaux et assez pyramidaux. La communication électronique a donné un sens un peu différent au fédéralisme. Le fédéralisme tel qu'on le concevait avec une forme de centralité a tendance à s'estomper au profit d'un fédéralisme beaucoup plus éclaté, beaucoup plus décentralisé. Professionnellement, je me suis trouvé au milieu des années 90 donc à utiliser Internet. On n'était pas nombreux à l'époque à faire ça. Et je me suis dit, c'est bête, voilà un outil de diffusion de l'information qu'on n'utilise pas. Et donc sur mon site perso, j'ai commencé à mettre le Monde Libertaire en ligne toutes les semaines. Quand je l'ai mis sur le net, j'étais épuisé parce que j'avais passé la nuit à le préparer. J'étais content. Je me disais, c'est bien, il va y avoir des gens qui n'y auraient pas accès, qui vont y avoir accès maintenant.
J'ai eu pas mal de contacts à ce moment-là avec des gens qui étaient au Canada, qui étaient en Asie, qui voulaient lire Le Monde libertaire et qui s'abonnaient pas parce que ça prendrait trop de temps pour venir jusqu'à eux, qui là pouvaient l'avoir toutes les semaines. Et au bout de quelques années, ça a transhumé vers le site de la Fédération anarchiste, où c'est toujours aujourd'hui, beaucoup mieux que ce que je faisais à l'époque, bien sûr. C'est un anachronisme là. Je sais que vous êtes à l'anachronisme, ça vous fait quoi là de vous retrouver tous les deux C'est toujours agréable, ça rappelle des bons souvenirs de toute façon. En fait, il y a l'histoire. Là, on voit Georges Vincent est mort. C'est un camarade peu ou pas connu. Et en fait, un journal comme ça, c'est avec ce genre de camarades qu'il arrive à vivre. Qui sont par derrière, qui mettent le journal le taf. C'est bien, par exemple, de faire un film aussi à destination de tous ces camarades qui ont donné du temps. Je me disais tout à l'heure, mais ce qui a la cinquantaine passée, on croit toujours à la révolution. En fait, ils ont fait leur propre révolution, puis ils ont donné un sens à leur vie.